Bienvenue. Du coup, c'est pas de slide, rien. C'est juste, je vais montrer comment, en live, un peu comment débugger une fuite de mémoire. Donc déjà, point pointilleux, il n'y a pas vraiment de fuite de mémoire en Ruby. Parce qu'une fuite de mémoire, c'est qu'on perd la trace de la mémoire et que du coup, on ne peut plus la libérer. En Ruby, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on garde une référence sur une zone de mémoire et on la perd pas. Du coup, le GC peut pas la libérer. Euh, Donc c'est un peu comme pour débugger les problèmes de thread et ainsi de suite. La solution pour les soucis de mémoire, c'est d'avoir la visibilité sur l'utilisation de la mémoire dans le programme. Ce que beaucoup de gens font, c'est des trucs genre Gitlog. Ah, j'ai vu que la semaine dernière, ça a commencé, le problème est là, puis à chercher les commits et à essayer de trouver des trucs, mais je suis pas sur la bonne branche. There we go. Donc voilà, ce que les gens vont faire en général, et ce qui est, je trouve, une mauvaise méthode, c'est d'essayer de chercher dans le GitLog qu'est-ce qui aurait bien pu introduire. En général, on trouve pas comme ça parce que vous voyez, il y a que des commits qui sont très simples et ont probablement pas créé la leak. Euh, mais voilà, il s'avère que j'ai pris une appli Rails qui est open source qui s'appelle Lobster. Euh, donc, je sais pas si vous connaissez. Ah, mais je suis pas sur Internet. Ok, d'accord. Euh, Oui, voilà, c'est une espèce de petite alternative communautaire Hacker News qui est écrit en Rails et qui du coup est très pratique. Je m'en sers souvent pour tester des trucs et des machins. C'est plutôt sympa. Et donc, je vais vous montrer le problème. Voilà, j'ai contribué à l'appli et malheureusement, euh, hop, euh, non, mais non, je suis con. Hop. Voilà. Et alors j'ai mis un petit header pour voir l'utilisation mémoire là-haut. Donc c'est juste alors ça devrait pas être PSS, ça devrait être RSS, mais peu importe. Et donc vous voyez que ça utilise 200 MB. Et si je rafraîchis en boucle, vous voyez que ça monte un peu. Bon alors ça monte pas très 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 vite, mais si je fais un AB, donc Apache Bench, vous connaissez probablement, c'est juste pour balancer de la requête. Euh, donc on va lui en balancer 300. Attends, je me suis foiré. Qu'est-ce que j'ai pour lui? Ah, c'est un N passé, oui. Oui. Merci. Ouais. Non, N request, localhost 3000, je comprends pas. Non, ben non, ça c'est pour le shell. Mais qu'est-ce qui m'emmerde? Alors attends. Euh, Ça c'est les petites notes. On va chercher dans mon bash history. Euh, Ben, c'est les vieilles. Non mais c'est. Euh, d'accord. Bon, ok. Bon, toujours est-il que je vais balancer 200. Voilà. Et si on y retourne, là maintenant on est passé à 240. Donc vous voyez que ça monte quand même pas mal. Donc je vous disais, pour débugger ce genre de truc, il faut de la visibilité. Et l'API en Ruby qui est probablement mon API préféré en Ruby, pour avoir la visibilité sur l'utilisation mémoire d'un process Ruby, c'est OBJ Space ou Object Space. Donc en fait, la classe, enfin le module Object Space, vous l'avez peut-être déjà vu parce que vous avez des trucs comme Each Object qui vous permet de passer sur tous les objets qui existent dans votre programme. Ça, c'est disponible de base, mais il y a des API en plus pour le debugging qui nécessitent de require une extension, donc OBJ Space. Et notamment, celle qui est super utile, c'est dump. Enfin, alors, dump all, mais je vais vous montrer comment ça marche avec dump. Et donc, dump, c'est la version qui vous donne la représentation unique d'un objet. Donc, par exemple, coucou, hop, oups, pardon. Hop. Donc, il vous retourne une string en JSON, en fait. Et bon, je vais la parser pour que ce soit plus simple. Euh, pp, voilà. Donc, il y a tout un tas d'informations. Donc, déjà, l'adresse en mémoire.
Donc ça sert, vous en foutez un peu de savoir exactement où dans la RAM est l'objet, mais ça vous permet ça sert d'identifiant pour l'objet en quelque sorte. C'est ce que autrefois Object-ID retournait. C'est plus vrai depuis 2.7, mais bon, peu importe. Le type, donc ça c'est parce que c'est le type interne à Ruby. Je vous montrerai un peu plus tard. Ça, pareil, ça ne nous concerne pas vraiment ici, c'est le shape ID, c'est un autre truc qui a été rajouté. La taille du slot, alors c'est-à-dire que les objets Ruby, enfin la heap, la pile Ruby, il faut s'imaginer, pour ceux qui connaissent ah oui, mais non, je suis toujours pas sur Internet. Pour ceux qui se souviennent de Diffrax ou Windows, etc., il faut imaginer que la heap Ruby, en fait, c'est tout un tas de slots, donc de cases de taille spécifique. Et quand vous allouez un objet, il va trouver une case vide et il va s'en servir pour stocker les infos de l'objet. Donc là, ça, c'est une taille 40. Mais si je fais une string beaucoup plus grande, bah là, maintenant, c'est une taille 160. Donc, c'est des multiples de 40 pour l'instant. Ça changera peut-être dans le futur, mais voilà. Et après, tout un tas d'informations, la taille occupée en mémoire, ainsi de suite. Donc ça, vous allez me dire, bon, ok, c'est cool, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est tout de suite plus intéressant si vous dumpez quelque chose comme, disons, un arrêt. Là, maintenant, vous avez toujours l'adresse, le type, la taille, ainsi de suite. Mais maintenant, vous avez aussi une liste de références. Donc, il va vous donner toutes les références vers les autres objets auxquels il réfère. En l'occurrence, bah, c'est la string coucou. Donc là, vous voyez, il a juste une référence. Mais si je mets une deuxième string, il va avoir 2 références. Et donc, ensuite, grâce à ça, si vous appelez object space dumpall, alors l'API est pas pratique forcément à utiliser, mais il y a tout un tas de je crois que c'est std out, et on va faire shapes. Oups. Voilà. Là, je lui demande de dumper absolument tous les objets que j'ai dans la heap de mon programme Ruby. Et avec ça, statiquement, vu qu'on a tous les objets et les références entre eux, on peut recréer un arbre et voir, ah bah tiens, il y a une référence vers 500 mégabits, enfin 500 mégaoctets d'objets, etc. Et ensuite, il y a tout un tas d'outils que je vais vous montrer juste après, qui connaissent ce format-là et qui savent le traiter, et qui vous aident à visualiser tout ça. Alors, le nerf de la guerre, quand on veut débugger quand on veut débugger ce genre de choses, donc c'est, attendez, c'est trop petit, hein. Hop, hop, hop. Le nerf de la guerre, c'est de réussir à avoir une de ces heap dump, enfin, donc c'est ce qu'on appelle un dump de la heap, en production après que le problème a été causé. Idéalement, ce que vous voulez, c'est que vous voulez démarrer votre serveur, le laisser rouler 2-3 minutes, histoire que, parce qu'il y a toujours un peu de choses qui sont lazy loadées, etc. Prendre un snapshot de la heap, et ensuite les laisser rouler, bah, après ça dépend de votre leak, si elle est grosse ou pas, laisser rouler 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures, et prendre un autre snapshot, ce qui vous permet de comparer les deux ensuite. Alors là, vu que c'est en local, il n'y a qu'un seul process et tout, c'est très simple, j'ai juste fait un endpoint qui me permet de dumper la heap. Mais en production, vous allez peut-être devoir utiliser d'autres techniques. Alors, il y a une gemme qui s'appelle RBTrace, qui vous permet de vous attacher à un process qui roule et lui demander de dumper sa heap. Vous pouvez utiliser des techniques dans votre config Puma. Vous pouvez avoir un thread en background qui compte le nombre de requêtes, et puis après 5000 requêtes, il dump. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Donc là, j'ai pris la solution de facilité. Et donc, ça va être dans Application Controller que j'ai mis. Ouais, voilà. Donc j'ai juste mis un code tout simple. Alors je démarre le GC, enfin je lance le GC avant de dumper, parce que dumpall, il va vous dumper tous les objets, même ceux qui sont orphelins, en fait, qui auraient été garbage collectés. Donc vous voulez pas les avoir dans la heap. Dans le cas d'une memory leak, c'est pas intéressant. C'est intéressant pour d'autres usages, mais pas pour ça. Et donc voilà, je fais juste générer ça. Donc je vais vous montrer. C'est pas forcément très intéressant, mais serveur. Voilà. Donc là, je vais juste lui mettre 2-3 requêtes, histoire de. Hop. Et ensuite, je vais faire heap dump. Voilà. Et donc là, alors vous voyez pas forcément. Il m'a dit, OK, c'est bon, je l'ai dumpé là. Et ensuite, on va faire un AB.
Bon, on va lui mettre les 2000 requêtes, pour être généreux. On va pouvoir regarder la mémoire qui monte en live. Et alors, faut vraiment pas lésiner hein, quand vous êtes truc là. Le plus gros, vous voulez vraiment avoir la heap la plus sleekée possible, parce que c'est là où ça va être le plus évident. Quel est le problème? Allez, ça devrait suffire. On lui refait un autre heap dump. Voilà. Donc là, si je regarde, hop, déjà rien que ça, vu que vous avez vu chaque objet est une ligne de JSON, déjà rien qu'à la taille du fichier, vous pouvez avoir une idée de. Donc c'est c'est TMP, et on va mettre la taille. Voilà. Et donc, vous voyez, le deuxième, il est 50% plus gros que le premier. Donc là, c'est plutôt cool. Donc maintenant, comment on processe ça? Alors, il y a tout un tas d'outils. Il y en a un dont je suis l'auteur, qui c'est pas forcément le plus efficace parce qu'il n'a pas été prévu forcément pour ça, mais c'est quelque chose qui vous fait un sommaire, enfin comment on appelle ça? Un résumé, ouais, voilà, une vision globale de ce qu'il y a dans votre heap. Il vous classe, par exemple, la mémoire utilisée par type d'objet. Donc, vous voyez, on a 21 mégabytes de string, et ainsi de suite. Donc ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est juste les faire, juste en première étape, c'est juste les mettre côte à côte, la première et l'ancienne. Ah oui, j'ai complètement oublié d'expliquer, excusez-moi. Alors vous pouvez vous dire, c'est bizarre, il dit no data, c'est parce qu'en fait, Object Space, il y a aussi une API qui permet de tracer, à chaque fois que vous instanciez un objet, il enregistre quelque part la ligne de code à laquelle vous l'avez truc. Donc ça, en général, vous le faites pas en production parce que ça augmente pour chaque objet que vous allouez, il en alloue un autre, voire deux autres. Donc ça vous fait exploser l'utilisation mémoire. Mais par contre, en CI ou en développement, si vous voulez traquer, essayer de voir, ah, j'ai ajouté une gemme, combien de mémoire elle rajoute, etc., vous pouvez l'utiliser. Et lui, après, il vous classifiera et vous dira, ah, bah, il y a 20 mégaoctets qui viennent de cette gemme. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément fait pour. Donc là, on voit de 100, 159. Et donc là, moi, j'aime bien faire ça, la petite alternation entre les deux. Je suis désolé s'il y a des épileptiques. Mais donc, vous voyez déjà que là, on est à gauche. Il n'y a pas grand-chose. On a 20 mégabits de string. Et ensuite, on en a 35. Donc déjà, il y a un truc là. Et on voit aussi que les hash aussi sont montés. 24, alors qu'avant, ils étaient à 3. Donc déjà, on sait que notre leak, elle va avoir un hash avec des clés string, quelque chose comme ça. Ça aide de savoir un peu ce qu'on cherche. En fait. Juste en passant, tout ce qui est iMemo, c'est des objets internes à Ruby que vous manipulez pas. Donc ISEC, c'est Instruction Sequence, c'est du bytecode. Ment, c'est Method Entry, donc pareil, c'est lié au code. Call cache, tout ça, c'est des trucs internes à la VM. Ça peut arriver de créer des leaks à cause de ça. Donc ça peut être intéressant de les voir, mais c'est un peu au-delà de ce talk. Donc déjà, voilà, on a une truc. Et donc ensuite, un autre tool qui est très utile, c'est RIP. Donc c'est là où j'ai oublié le nom du truc. Et donc RIP, c'est un projet Rust, vous le trouverez facilement sur GitHub. Faut le build et tout, c'est un peu chiant, mais c'est pas trop grave. Et il a tout un tas d'outils, mais le seul qui est vraiment très 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 utile, c'est qu'il fait des flame graphs. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc voilà, il donne aussi tout un tas de statistiques. Et là, il a créé start.svg. Donc je vais faire un point. Et on va l'ouvrir avec. Et donc voilà, il vous fait un flame graph. Alors, le flame graph est utile. Il faut juste garder une chose en tête, c'est qu'un flame graph, c'est fait pour représenter un graphe non cyclique. Donc vous voyez, c'est un arbre avec des branches, mais il faut comprendre que des objets Ruby, ils peuvent se référencer entre eux. Donc vous pouvez avoir des cycles. Et là, dans un flame graph, vous pouvez pas représenter ça. Vous devez choisir une des branches. Donc il peut vous mentir en fait. Il peut vous dire qu'un objet est retenu par ça, et vous comprenez pas, alors qu'en réalité, enfin voilà. Faut juste pas le prendre pour une voie divine. Alors je suis désolé, je peux difficilement zoomer et montrer, mais c'est très abrupt, hein, vraiment
truc est pas bon, mais si vous passez votre souris, etc., il vous montre tout un tas de trucs. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a 15 mégabytes de retenue par i18n config. Donc c'est les fichiers de translation dans l'appli. Vous pouvez voir, alors je l'ai fixé, mais il y a quelques mois, mais parce que en fait le mainteneur de cette appli m'avait demandé de l'aide pour une fuite de mémoire et je l'avais aidé. Et j'avais dit, mais c'est bizarre parce que tu as 12 mégabits de Rubocop, 12 mégaoctets de Rubocop loadé en prod, c'est pas normal. Mais en fait, je suis sur une vieille branche, donc c'est pas réglé là, mais ça c'est parti. Donc voilà, c'est pas, vous pouvez voir, voilà, net HTTP, vous voyez, qui coûte 1 méga octet, et ainsi de suite. Donc ça, c'était le start. Et donc maintenant, on va faire la deuxième. Hop, end. Hop, et voilà. Et là, c'est pareil, vous pouvez faire gauche-droite pour voir qu'il y a une différence. Et la différence, elle est là. Et donc là, on voit qu'on a 46 MB d'objets Active Support Notification Fainout, enfin retenus par Active Support Notification Fainout. On voit que il y a des hashes, un arrêt de hash, et là, après, on a un event object avec des procs, voilà, et tout un tas de bordel, là. Tout ça, c'est nouveau, là. Parce que là, vous voyez, on a encore le i18n config qui est ici, qui maintenant n'est plus que 8% de la heap, parce que cet énorme truc est arrivé. Donc, bon, là, en l'occurrence, c'est relativement facile de voir ce que c'est, mais si vous avez encore du mal, vous pouvez, ce que vous pouvez utiliser, alors, c'est pour ça que je déteste le truc de FlameGraph qu'ils utilisent, c'est que c'est très difficile de choper une adresse. Title, oui, voilà. Je suis obligé d'utiliser, enfin c'est insupportable. Hop. Et en fait, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est bête, mais vous pouvez, vu qu'il vous donne l'adresse, vous pouvez aller chercher l'adresse dans, alors c'est là où il faut que je me souvienne du profil. Hop. Vous pouvez aller trouver l'objet ici, etc. Et plus pratique, il y a une gemme qui s'appelle ship, qui a été écrite par le même mec qui a écrit Vernier. Et ship, vous pouvez lui passer donc 2 fichiers, ou un seul, hein, mais c'est plus simple avec 2. Et alors, il va les parser, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas. Et vous vous retrouvez dans un IRB où vous avez des objets heap, et donc vous pouvez faire $after at, et là vous lui passez. Alors c'est là où j'ai, bien sûr, j'ai pas gardé la liste, le code. Hop. Donc vous voyez, il vous permet ça vous permet de naviguer dans le truc, et vous pouvez faire obj dot, c'est quoi, c'est inverse references. Voilà. Alors là, il va mouliner pendant un moment parce qu'il est en train d'aller sur tout le fichier pour trouver tous les objets qui référencent celui-là. Et vous voyez, il nous sort une liste de 2000 refs, etc. Donc avec ça, vous pouvez aller naviguer comme vous le feriez dans un DOM HTML ou quoi que ce soit. Vous pouvez aller naviguer à travers tous les objets et trouver les relations. Donc dans les cas pas simples, ça permet de. Donc maintenant, je vais pas retenir le suspense beaucoup plus longtemps. Donc on sait que notre leak a à voir avec Active Support Notification. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher là, pour le coup, quand on sait ce qu'on cherche, on peut aller chercher dans le git log. Ben, on va aller chercher s'il y a eu des changements liés à Active Support Notification. Et bah, c'est notre commit qui ne contenait pas de leak. Et on voit qu'il y a de l'instrumentation qui a été rajoutée, donc on va aller voir ça. Voilà. Et donc, en fait, pour la petite histoire, cette leak, je ne l'ai pas inventée. On l'a eu en prod il y a quelques années. Donc, j'ai réintroduit exactement la même leak. Et c'est pas forcément évident, mais Active Support Notification, je sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez register un handler pour recevoir des trucs, et vous pouvez le unsubscribe. Et là, l'erreur, c'est qu'en fait, ce qu'il faut unsubscribe, c'est pas la callback, c'est il nous retourne un handle. Et il faut unsubscribe là-bas. Et là, je relance le serveur et que je lui mets un 2000 requêtes dans la tête.
ça monte toujours un petit peu. Il faut savoir que les process Ruby, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours lui mettre quelques milliers de requêtes. Ça monte toujours un petit peu parce que vous voyez, il y a un peu de fragmentation, un peu de choses. Mais au bout d'un moment, ça se stabilise et ça y est, c'est déstabilisé à 2,40. Problème réglé. C'est à peu près tout ce que j'avais. Alors, j'ai pas internet, je peux pas vous le montrer, mais si vous voulez les références, il y a un blog post qui est pas du tout de moi, mais qui représente à peu près les mêmes outils. Si vous voulez juste vous souvenir, vous faites, je crois que c'est quelque chose comme So we got a memory leak ou quelque chose comme ça. Vous tapez So we got a memory leak Ruby et il y a à peu près toutes les mêmes infos que j'ai données, enfin moins de détails, mais il y aura les liens vers RIP, vers Ship, vers tout ça. Voilà. Question? Si ça marche pour toi, le problème. Alors la question c'était, j'ai un serveur où j'ai pas d'accès SSH, j'ai rien. Comment je fais pour avoir des dumps? Alors la solution que j'ai utilisée là, ça marche parce que je suis en local et je sais qu'il y a qu'un seul process. Mais si tu es en prod et qu'il y a 20 process différents, tu sais pas sur quel process ça va tomber. Après, ça suffit. Si tous tes process leak de la même façon, ça peut fonctionner. Après, nous, ce que je fais à Shopify, c'est que on a je sais pas si vous êtes familier avec Unicorn Worker Killer ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y a quelque chose de similaire pour Puma, qui est un truc qui dit ah quand on passe telle limite de mémoire, on arrête tout. Et moi, ce que je fais, c'est que quand on arrive à la limite de mémoire, une fois sur 1000 ou enfin peu importe, euh, avant de quitter, je dump la heap et je l'upload sur S3, Google Cloud Storage ou je sais pas quoi. Et du coup, j'ai un bucket avec des hips et des hips et des hips et des hips. Et quand j'ai du temps à tuer, je vais juste regarder ce qui se passe, quoi. Alors, pour nous, c'est vachement simple parce que comme on utilise Pitchfork Unicorn, il n'y a qu'une seule requête en parallèle, donc on a notre OM killer, c'est juste après chaque requête, on regarde. En Puma, c'est plus compliqué parce que les requêtes, elles sont... Donc, il n'y a pas un vrai clair, ça y est, c'est bon, tu peux tout killer. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais avant, c'est que je roule le GC Start pour évacuer tous les objets qui avaient été créés par la requête, mais pas retenus. Donc, dans Puma, comme tu n'es jamais réellement après une requête, c'est toujours au milieu d'une requête, tu vas avoir plein d'objets qui sont retenus par un thread qui est en train de travailler. Donc, ça va rendre le truc un peu plus difficile. Mais sinon, la technique, enfin, comment dire, si tu as vraiment une grosse leak, tu le verras quand même. C'est juste, ça va être plus pénible. Mais ouais. RG, oui, c'est un grep en RIP grep, ça s'appelle. Ouais, GC Start et le GC en Ruby, il est Stop the World, donc il se passe rien du tout quand tu fais ton GC. Enfin, il n'y a plus rien qui se passe autre que le GC quand tu fais. Ah oui, oui, c'est pour ça. Oui, oui, non, mais là, de toute façon, quand tu as une leak comme ça, mais oui, oui, et Object Space Dump, c'est pareil, ça stoppe tout. Et donc sur une grosse heap, ça peut prendre du temps. Nous, nos heaps en production, quand on les dump, ah ouais, 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 tout, 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 tout. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vachement plus pratique quand tu es sur Unicorn ou Pitchfork, tu qu'une requête, tu te fais après la requête, tu déranges personne. Dans un Puma, c'est toujours plus compliqué. Après, il y a une technique qu'on utilise beaucoup et qu'utilise RBTrace, que j'ai dit, c'est que tu peux forker depuis le Puma. Donc tu as ton Puma qui est au milieu d'une requête, enfin au milieu de plusieurs requêtes, tu forks et depuis le child, tu dump la heap. Vu que c'est un clone complet de la heap, tu peux le dumper depuis le child. Tout le process, mais il y a que le thread qui a forké qui survit dans le child. Donc en fait, comme ça, tu déranges pas le process parent. Le fork? Non, ça va dépendre de la taille de la heap, mais ça va être genre quelques millisecondes, 2-3 millisecondes. Oui, alors c'est du copy and write, donc ça va pas doubler, mais c'est pareil. Mais c'est toujours pareil. Si tu veux débugger une fuite de mémoire, faut trouver la bonne dose de à quel moment. C'est pour ça que c'est très bon. Il y a plein de gens qui vont dire que c'est un smell d'avoir un OM killer, enfin d'avoir une limite de mémoire. Mais en fait, vaut mieux le détecter tôt et avoir du diagnostic quand ça arrive que de se rendre compte que l'OM killer de Linux tue des process au pif en prod. Quoi. Alors en fait, mon exemple était peut-être pas forcément le meilleur parce que là, effectivement, il y avait une constante. Mais moi, j'en ai vu beaucoup. C'est tu vas avoir ce blob de 100 MB ou je sais pas quoi, et le parent dans le flame graph, ça va être une constante. Enfin, ça va être genre module quelque chose. Bah, tu vas voir ce module-là et tu regardes, ah bah tiens, c'est marrant, il a un arrêt dans une constante qui est mutable. Ah, il y a quelqu'un qui, tu vois. Faut réussir à mapper le flame graph au code et chercher. Et puis surtout, alors si vraiment tu peux pas, moi on l'a fait une ou deux fois, mais c'est plus compliqué.
activer la location tracing. Et là, tu sais exactement où les objets ont été alloués. Et là, ça te pointe à la ligne de code où tu as ton problème. Le problème, c'est que là, par contre, il faut beaucoup, beaucoup plus de mémoire pour être capable de... En local, ouais. Mais ça, c'est compliqué, ouais. Après, un bug qui se réplique en local, c'est un bug qui est déjà fixé en réalité, hein. C'est juste une question de temps avant que... Ah, Voilà, c'est très joli théoriquement, mais c'est une question de temps. non, non, je comprends bien, mais ce que je veux dire, c'est que la vraie enfin, 99% c'était le sujet d'un talk que j'avais fait il y a longtemps. 99% de la difficulté de résoudre un bug, c'est de le comprendre. Une fois que le bug est compris et répliqué, enfin, pardon, de le répliquer en local. Une fois qu'il est répliqué en local, tu vas tellement plus vite que. Ouais. Mais oui, oui, non, effectivement, là, c'était un cas, comme tu disais, tarte à la crème ou je sais pas quoi, assez simple. Mais, ben, ouais. Ouais, alors c'est là où j'ai pas montré quand j'ai montré Ship, c'est pour ça que Ship on lui passe deux fichiers, c'est qu'en fait il fait la diff et donc il faut que les deux dumps viennent du même process parce que sinon les adresses correspondent pas. Mais en fait dans le diff, alors pour être très honnête avec vous, j'utilise pas Ship, j'utilise un vieux soft qu'un collègue a fait il y a longtemps qui fait à peu près la même chose, donc je connais pas toutes les fonctionnalités, il faut regarder un peu le truc. Mais vous voyez, vous avez le after, il a, donc j'arrive pas à compter, 1 million d'objets, et le diff, il en a que 280 000. Donc ça vous permet déjà de réduire le scope, et vous pouvez faire des stats sur ce diff et dire, ah bah tiens, il y a tant d'objets de type Active Support Notification Event. Voilà, ça aide à mieux voir. Ouais, 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 mais moi, absolument. Maintenant, beaucoup de gens, et moi y compris en visuel, ça permet de vraiment voir quand on fait le gauche-droite là, et on voit, ah tiens, il y a un blob qui, ça aide beaucoup. Après, c'est dommage, c'est que si quelqu'un a envie de s'amuser, hein, c'est que cette librairie de FlameGraph est vraiment dégueulasse. On peut même pas copier une adresse, rien. Alors le seul truc qu'il y a, c'est que si on double-clique, on a un zoom. Mais si quelqu'un a envie de s'amuser, connaît une meilleure librairie de FlameGraph et veut améliorer cet outil, franchement, s'il vous plaît. Pour la visualisation, c'est le meilleur que je connaisse malheureusement. Donc la question n'a rien à voir avec le sujet, mais qui est une question de Puma versus Unicorn versus Pitchfork. Mais j'y réponds avec plaisir. J'avais pas pris pour son grade. Puma a totalement du sens. C'est juste que ça a été un peu abordé dans le sujet sur les threads, c'est qu'en fait en Ruby il y a un GVL, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul thread qui peut utiliser le CPU à la fois. Ils peuvent faire des IO en parallèle, mais ils peuvent pas faire du CPU à la fois. Et donc dépendamment, si vous faites un service qui fait beaucoup 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 d'IO, ça a totalement du sens d'utiliser Puma. Et comment ça s'appelle, le lieu commun en Ruby, c'est mais de toute façon, le bottleneck c'est la DB et donc on peut utiliser plein de threads, c'est pas grave. Les applis sur lesquelles je travaille, je vais pas me prétendre en parler à tout le monde, c'est pas vraiment le cas. On arrive gentiment à peut-être 50-60% d'IO. Donc au mieux on mettrait 2 threads et déjà ils se marcheraient sur les pieds. Donc c'est pas hyper intéressant. Et ensuite, ce qu'il faut savoir avec Puma, pardon, avec Unicorn, etc., c'est que Forker, ça utilise pas le double de mémoire. Ça utilise plus de mémoire, mais ça utilise pas le double, parce qu'il y a du copy and write, il y a de la mémoire qui est partagée. Donc en fait, pour moi, pour les applis sur lesquelles je travaille, je préfère ne pas utiliser de multithreading. Enfin, on utilise du multithreading à l'intérieur de la requête, mais pas assigner des requêtes à des threads, parce que on roule Rubyhead en production, on roule des préversions de Ruby, donc s'il y a un crash, ça impacte qu'une seule requête et pas les deux ou trois qui étaient dans le même truc. Parce que pour débugger des ORM comme ça, c'est hyper pratique. Parce que ça nous permet de rouler le GC out of bounds. Donc voilà, moi je retire énormément de valeur du fait de ne pas utiliser Puma. Maintenant, vous êtes une petite shop, vous avez un serveur 2 et puis Puma fonctionne. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, le stade, c'est est-ce que vous voulez optimiser le temps de réponse du service versus optimiser le throughput, donc le débit, le nombre de requêtes en parallèle que vous... Parce qu'en fait, avec Puma, ça vous coûter moins cher, vous allez avoir besoin de moins de serveurs pour servir plus de requêtes, mais elles vont être un peu plus lentes. En gros, c'est le trade-off. Voilà. Pas d'autres questions? Oui, voilà, aussi. Après, après, c'est totalement possible, même si vous êtes sur Puma et que vous avez un problème de OM comme ça. Si vous avez un serveur en plus ou quoi, vous pouvez démarrer un Puma sur le côté sans, avec un seul thread.
et lui, c'est le Puma de debug et vous faites vos trucs, quoi. Donc, c'est totalement possible. C'est pas un blocage complet, c'est juste qu'il faut être créatif. Il y a un thread, vous pouvez chercher sur, j'essaierai d'envoyer le lien, mais il y a un thread où je discute avec le mainteneur de Lobster sur comment avoir des dumps, etc. Donc, je lui ai démarré enfin, je lui ai fait tout un truc dans sa config Puma pour dumper au bon moment et ainsi de suite. Mais c'était compliqué. Plus compliqué qu'avec un Unicode.